du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ah, ils sont bons pour critiquer, mais ils sont nuls en prono. 2-0, c'est le score final en faveur du Paris Saint-Germain contre Metz avec un nouveau but de Eric Maxime Choupo-Moting. Le score final donc de 2-0. Le sondage du soir compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce une victoire convaincante pour le Paris Saint-Germain? Tour de plateau pour y saluer ses brillants chroniqueurs mais mauvais pronostiqueurs. Sébastien Tarago est en notre compagnie, Hervé Penaud, Gilles Favard et Grégory Schneider. Et Étienne Didot, notre nouvel ami du vendredi. Étienne, bonsoir personnellement à vous. Et je me retourne vers le président. Aucun bon pronostic n'a été donné, mais Étienne a le bon écart, plus 2. Il a dit combien? 3-1, 2-0 score final, le bon écart. En tant que président, lui accordez-vous le point du président, oui ou non, et pourquoi? Non. Non? Pourquoi? Parce que j'ai une réputation à tenir. Ok, bah ça se défend. 2-0, vous allez voir tout d'abord. Et Greg, il est malheureux, Greg. Hein. Je serais à deux doigts de lui donner le point pour qu'on ait un sourire. Ah, voilà. Je ne mérite pas plus. T'avais donné combien? 1-0. C'était pas loin de 1-0, non. T'avais le bon but pour Metz? Ouais. 1-0, non. Metz, Paris Saint-Germain, mes petits, taisez-vous, 10e minute, corner de Di Maria, talonnade d'Eric Maxime Choupo-Moting, Bernat est fauché par Mamadou Fofana et le gardien, donc penalty, péno de Di Maria. Coup franc de Verratti, tête de Choupo-Moting, 2-0, le break est fait, on joue depuis 43 minutes. Le premier tir de Metz, 79e minute. Marcin Bulka détourne sur sa droite une frappe fouettée de Boulaya. Marcin Bulka était titulaire puisque Areola était remplaçant. Thomas Tuchel l'a confié avant la rencontre. Si Martin est titulaire, c'est que Areola est en instance de départ, direction le Real, où un jeu de chaises musicales pourrait avoir lieu et Keylor Navas devrait signer dans les prochains jours ou peut-être dans les prochaines heures. Metz-Paris donc avec le 3e but en une semaine d'Eric Maxime Choupo-Moting. Choupo-Moting est-il finalement la doublure idéale pour le Paris Saint-Germain? Non. Non, pourquoi? Ça ne me semble pas être un joueur d'une envergure suffisante pour évoluer dans un club prétendant à la Ligue des Champions, fût-ce en 2e, 3e rideau. Moi, je trouve que... Alors, on est un peu dur. Oui, je sais que je suis dur. Parce qu'être prétendant à la Ligue des Champions, attention, ça ne veut pas dire que Choupo-Moting sera titulaire sur un match, une finale, par exemple, de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il donne la capacité à l'équipe de pouvoir remporter des matchs rien qu'en championnat, en permettant justement aux stars de l'attaque de pouvoir se reposer de temps en temps. Parce qu'attendez, l'équipe, c'est quoi? C'est un équilibre, et c'est aussi avoir des joueurs de second couteau. Oui, mais des mecs qui est derrière. D'accord, je vais vous dire ce qui me dérange, moi, dans cette histoire, c'est pas Choupo-Moting en soi qui joue sa carte, et c'est la politique sportive qui consiste à mettre un joueur comme lui plutôt que de faire monter en graines des jeunes du club. Moi, c'est plutôt ça qui quelque part me perturbe. C'est-à-dire qu'il prend une place qui pourrait servir d'appel d'air. Oui, mais il est peut-être meilleur qu'Timothy Weah, qui est parti à Lille depuis. Mais qui tu penses à qui? Je pensais, il y avait Kevin Augustin, il y a avant, pour le même type de profil, il y avait Timothy Weah, il y a des joueurs comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut, je comprends pas pourquoi Greg, on n'utilise pas à un moment donné. Oui, mais Greg, je comprends ce que tu dis. Je pense qu'il y a une différence, c'est que Choupo-Moting est content d'être là. Donc s'il joue 8 matchs titulaires dans la saison, indiscutable, et qu'il entre 12 à 15 fois dans la saison, il sera là, il sera positif, et c'est une grande différence avec des garçons qui sont plus jeunes et qui ont des fortes ambitions, et qui ont envie de jouer à juste titre aussi, et qui, eux, ne veulent pas se contenter de miettes. Et je pense que c'est important d'avoir cette donnée-là, quand même. Ah, on va tout de suite au Stade Saint-Symphorien retrouver notre envoyé spécial Tanguy Le Sévillier. Tanguy, vous avez une information à nous donner côté coulisses. On n'est pas forcément sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui pourrait se passer. Expliquez-nous, Tanguy. Ouais, bonsoir Olivier, bonsoir à tout le monde en plateau. Effectivement, on a juste croisé, entreaperçu Leonardo là, qui félicitait ses joueurs à la sortie du terrain. On a pu échanger quelques mots avec lui. Il nous a dit qu'il allait faire un point avec son attaché de presse Yann Guérin pour savoir s'il allait parler ou pas à la presse. Donc rendez-vous dans quelques minutes ou pas dans l'équipe du soir pour les premiers mots de Leonardo ou pas. On verra bien. Un feuilleton incroyable est en train d'être lancé. Étienne, vous avez rien dit sur Eric Maxime Choupo-Moting. Quel est votre avis là-dessus? La doublure idéale, oui ou non? Je voulais voir le match de ce soir et c'est vrai que
Avant le début de saison, j'aurais dit que non. Clairement, la saison dernière, ses entrées en jeu ne m'ont pas convaincu. J'ai trouvé moyen. Je trouvais que physiquement, on en parlait tout à l'heure, il était pas fort, il était un peu pâteau, comme tu disais tout à l'heure. On se souvient d'un but qui est marqué par Mbappé, mais que Eric Choupo-Moting avait enlevé. Mais c'est vrai que ce début de saison, il a dû faire une bonne prépa. Il a enchaîné des matchs. Et pour un joueur, enchaîner des matchs, voilà, on peut voir vraiment ce que ça vaut. Et puis on voit qu'il répond présent. Après, c'est vrai que comme titulaire remplaçant, c'est un peu juste. Même remplaçant titulaire, c'est un peu juste. Mais voilà, jouer les matchs de championnat pour que les gars respirent, etc. Là, il est en train de prouver qu'il peut peut-être prendre cette place-là. Et en plus, là, on est dans un cas un peu exceptionnel avec Neymar, dont l'avenir est en suspens, donc il ne joue pas. Cavani blessé, Mbappé blessé. Donc ça fait beaucoup. Et c'est quand même une situation exceptionnelle, a priori, dans la saison du Paris Saint-Germain. 88e minute, il est sorti, Eric Maxime Choupo-Moting. On a été un petit peu, on a eu un peu peur pour lui, puisqu'il y a une grosse poche de glace venue sur son genou gauche il y a quelques minutes. Donc on vient de m'informer que c'était juste un coup pour l'instant, donc pas de blessure avec une indisponibilité qui embêterait un petit peu le Paris Saint-Germain. Gilles Favard, votre métier, chroniqueur de l'équipe du soir, ça c'est pour le voilà. Mais vous conseillez aussi les présidents. Quel conseil donneriez-vous à quelques jours de la fin du mercato? Est-ce que Eric Choupo-Moting, ça suffit pour l'instant, c'est bien, ou alors, on pourrait éventuellement recruter quelqu'un? Non, moi je resterai comme ça, c'est comme parfait. ça. Parce que comme je pense que Neymar va rester, ça leur fait leur attaque de l'année dernière. Et ça va être l'enfer, ça pendant un mois, l'enfer. Donc ils resteraient avec leurs trois attaquants. Ils vont rester avec leurs trois attaquants, comme vous le savez, que je vous ai toujours dit qu'ils ne s'entendent pas, parce qu'il y en a deux qui s'entendent et pas le troisième. Mbappé, mais enfin, non, mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait. Moi, je l'avais trouvé très pâteau l'année dernière, et je trouve que là, Choupo-Moting, il est en condition, ce qu'il fait, c'est cohérent. Et pour jouer certains matchs dans le championnat de France, ils leur rendent bien service. Ils ont pris des joueurs de complément qui m'ont l'air très compatibles avec lui, style Sarabia, ou Di Maria fait un bon match ce soir. Donc ça suffit pour gagner ce genre de match. Et je pense que c'est justement ce qui leur a manqué l'année dernière. Ils ont fait jouer tout le monde. Et là, ils le payent cette année sur des blessures d'Mbappé, sur des blessures de Cavani, sur peut-être même d'autres qui sont blessés, et ce style de joueur leur manquait dans leur effectif. Et tu parlais des jeunes, du PSG. Oui. En plus, il y a un problème de profil aussi. Par exemple, Timothée Weah, c'est pas du tout le même profil que Choupo-Moting. En plus, Timothée Weah, c'est pas devenu non plus un titulaire quand même. Mais c'est pas devenu un titulaire indispensable, indiscutable à Lille, j'ai l'impression. Il est blessé. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais même avant le début de saison, ils avaient prévu, ils avaient dit que c'est un jeune joueur, on va le mettre petit à petit dans l'effectif. C'est quoi le profil de Weah? C'est quelqu'un qui est plus sur la vitesse, qui a plus sur la profondeur. Alors que Choupo-Moting, effectivement, c'est un autre type de joueur. D'ailleurs, il voulait plutôt sur un côté au départ, Choupo-Moting. C'était plutôt un joueur de côté. Vous l'avez trouvé, c'est marrant. On vous coupe, Tanguy Le Sévillier. C'est la dernière fois, par contre. C'est sur qui alors? C'est sur Choupo-Moting ou c'est l'éventualité d'avoir Leonardo? C'est fromage ou dessert? Pour l'instant, on n'a encore vu personne venir. Donc voilà, les joueurs sont encore dans le vestiaire pour le moment. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, mais en tout cas en ce qui concerne Eric Maxime Choupo-Moting, effectivement on a trouvé qu'il avait fait plutôt un match intéressant. Il est monté en rythme au fur et à mesure du match. Il s'est procuré quelques situations intéressantes, il a même marqué. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'adversité n'était pas non plus au rendez-vous ce soir. Ça reste une équipe promue de Ligue 2, le FC Metz. Donc un recrutement en attaque ne serait pas de trop du côté du Paris Saint-Germain, à mon avis. Merci, mon cher Tanguy. Non, juste, en fait, qu'est-ce qu'il y a, mon Grégo? Je vais vous dire, alors c'est bien parce qu'on va pouvoir m'expliquer. Je ne comprends pas comment on fait ici pour juger un mec sur 2 matchs, alors que l'année dernière, il en joue plus d'une trentaine, il en joue près de 35 ou quelque chose comme ça, avec beaucoup d'entrées en jeu central, il en joue plus de 35. Tout le monde dit, il n'a rien à faire là, erreur de casting, machin, et sur 2 matchs, contre Toulouse et Metz, Toulouse qui a un profil bon, on est d'accord. Sur 2 matchs, on dit Choupo-Moting, c'est pas une erreur de casting dans une équipe pareille. Moi, très franchement, vous allez avoir votre réponse. Parce que moi, je l'ai ni jugé sur ces 2 matchs, ni jugé sur les 9 précédents ou les 30 précédents. Je l'ai jugé sur sa carrière. Moi, ça fait quand même des années que je suis Choupo-Moting. Je vois à peu près les qualités qu'il a, qualités et défauts. Docteur S. Choupo-Moting. Exactement. Alors, si tu as un souci sur Choupo-Moting. Non, mais j'écoute. Si tu as suivi en Allemagne, si tu connais. Non, mais je le suis depuis qu'il est arrivé en équipe du Cameroun. Alors, pardon, actuellement, est-ce qu'il vous surprend, vous qui connaissez bien, le Choupo-Moting que vous voyez sur les 2 matchs, pour moi, c'est d'habitude. Non, le Choupo-Moting qu'on voit là, c'est le Choupo-Moting qu'on devra avoir.
L'année dernière, j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup plus de difficultés à se mettre dans le rythme du match. Et c'est vrai que moi-même, je le voyais jouer, je dis putain, c'est pas du tout le joueur que je connaissais. Là, aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui va se retrouver un peu le niveau qu'on a pu connaître à une certaine époque. Ce sera jamais là, évidemment, mais Tourelle, il n'est pas idiot. Mais n'oublions pas que le prix de Choupo-Moting, ils l'ont payé combien ? Libre. Donc à un moment aussi, vous avez un joueur libre, vous n'avez pas un joueur à 80 millions, à 50 millions d'euros comme Paredes. Bon, on parle de Choupo-Moting car une cascade, une hécatombe de blessés. Cavani et Mbappé donc, sont blessés pendant 3 semaines et 1 mois pour l'un et pour l'autre. Si on parle de Choupo-Moting, c'est le bon résumé du match. Qu'avez-vous vu d'autre chose ce soir ? C'était... Oh, ben vous faites la grimace. Étienne. Comme je pensais un peu avant la question qu'il y avait avant le match, je pense Paris est-il en danger ? Non, Paris était au-dessus malgré les absences. Donc ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont été rigoureux. Et on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, un gars comme Gay ou un gars comme Sarabia, c'est des gars qui ont envie d'être là, qui sont contents d'être là, qui n'ont pas le niveau de Neymar, mais pendant la saison, ils vont faire un bien fou au PSG. Et surtout sur ces matchs-là, ils les remportent tranquillement. Moi, j'ai trouvé que Paris avait un peu bougé quand même. Oui, j'ai trouvé alors statistiquement, ils étaient beaucoup livrés eux-mêmes en défense en première mi-temps. Il y a notamment eu des ballons de contre. Alors bon, après, en 1 contre 1, Marquinhos et Silva... Quelles sont les occasions ? Non, mais voilà, parce qu'ils les ont éteintes. Mais ils se sont mis quand même. J'ai trouvé que collectivement, c'était pas... Premier ballon qui a touché le gardien, c'est la 63e sur le... Mais non, mais après, la valeur individuelle parle. Mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, j'ai toujours pas l'impression... Alors, il y a peut-être 1000 explications. La préparation physique, l'affaire des marques, mais j'ai l'impression que collectivement, c'est un petit peu au petit bonheur. Ils ont été un peu ennuyés sur 2... Je disais, ils ont été un peu ennuyés sur 2-3 ballons longs, en fait, sur les ballons dans la profondeur, sur la vitesse des attaquants, et puis 2-3 bons déplacements, effectivement, de Diallo ou de joueurs comme ça. Ils ont le droit aussi d'être bons et puis de pouvoir aller au bout d'action, mais ils ont manqué de justesse après technique et de qualité technique devant le but. Gilles ? Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'en début de saison, ils ont toujours une préparation un petit peu en escalier. C'est-à-dire que tous les joueurs n'ont pas la même préparation. Moi, sur le début de saison, je trouve que Verratti est en dessous de son niveau. Et pour rejoindre Grégory, quand Verratti est en dessous de son niveau, ça crée des occasions parce qu'il ne défend pas ou mal. Ils sont un contre un derrière. Il y a plus. Mais par contre, Gay, effectivement, compense ce genre de choses qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc ceci expliquant cela, moi je trouve que les joueurs qui sont un peu en deçà de l'heure actuelle, Verratti est en deçà. Alors Verratti, oui, tu as raison, alors qu'il est en meilleure forme, en meilleur état physique. Ah oui, mais dans ce jeu-là, je ne sais pas si le Verratti qu'on connaît sera à son plus haut niveau. Parce que les milieux ont changé, c'est plus la même possession. Étienne est bien placé pour nous le dire, puisqu'il a joué, lui, contre un Paris Saint-Germain qui avait vraiment la possession il y a 3-4 ans. Ça doit être intéressant de nous dire quand ils étaient en face, comment ça se passait. Et ce Paris Saint-Germain-là n'est plus le même Paris Saint-Germain qu'il y a 2, 3, 4 saisons avec un Verratti rayonnant. Ouais, Gilles est un peu timide et n'ose pas vous poser tout de suite une question. Non, c'est pour ça que je ne parle pas aux inconnus. Non, mais Paris a fait le boulot. Et tu leur tires les pompes. Paris a fait le boulot seulement. Bien, mais c'est vrai que c'était pas folichon. Ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Ils n'ont pas été extraordinaires. Je te rejoins là-dessus. C'était pas un beau match du Paris Saint-Germain. Mais vu le niveau de Metz et les joueurs qu'il y a à Paris, ça fait la différence. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je disais que le PSG, pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais sur le terrain contre eux il y a quelques années, ça progresse pas. Je vois pas une équipe de Paris maintenant qui est au-dessus de celle d'il y a quelques années. Est-ce que ça régresse pas? Parce qu'on a l'impression, par exemple, que les années Ibra, mais ça c'est la deuxième intervention. On avait l'impression sous les années, on en parlait avec Didier Roustan, sous les années Ibra, que c'était une machine, que physiquement il faisait mal, que vous faisiez essorer, et on a l'impression que saison après saison, ça descend un petit peu d'un cran. Enfin, nous, mais alors qu'on est en face, on le voit mieux. Je sais pas quel est le sentiment pour les joueurs. C'est ce que j'ai dit. En gros, j'ai dit il progresse pas pour pas être compris, trop négatif. Soit t'as pas été très clair, soit il est pas très je vais me faire assassiner après. Mais il a été langue de bois. Il a été langue de bois. Attention, cousin Étienne. C'est 2 fois qu'il faut le répéter. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas flamboyants et ça va pas en s'améliorant. Une équipe qui n'a aucun automatisme ne peut pas briller sur un terrain, ça n'existe pas. C'est Tarzan qui nous dit ça. C'est ce qu'on a vu ce soir. Ils étaient quasi tous là, à part Gay, et Sarabia, ils étaient quasi tous là l'année dernière. Donc je veux bien, mais les deux buts collectifs. Non mais Cavani, Mbappé, Neymar. Et les deux buts, c'est ils étaient tous sous contrat l'année dernière, à part les deux qu'on a cités tous. Donc Dagba était là, les défenseurs étaient là, donc Bernat était là. Je me quand même. Attendez, quand Rennes Rennes a changé 6 joueurs, le PSG c'est comme une équipe stable. Donc le fait qu'il n'y ait pas de repère collectif, il faut quand même.
Stop à l'homophobie, un match marqué par une interruption pour des banderoles homophobes. 21e minute, Franck Schneider, l'arbitre interrompt le match, banderole PSG, LFP, laissez-moi te chanter. D'aller te faire non, je passerai pas à la télé parce que mes mots ne sont pas très gais. Ça valut 2 minutes 10 d'interruption. Cette banderole est un pastiche de... Merci beaucoup, Henri. Elle s'appelle Angèle, c'était le tube de l'été, donc je suppose que... Je connaissais pas. Laisse-moi te chanter d'aller te faire un. Je passerai pas à la télé parce que mes mots ne sont pas très gays. Merci beaucoup, c'est la première banderole où il y a des enculés, où on met de la musique. Merci beaucoup. Après Nice, OM de mercredi, Brest-Reims, Monaco-Nîmes ce week-end, Nancy-Le Mans, Ligue 2 il y a 2 semaines, encore un match interrompu, la Ligue récolte-t-elle ce qu'elle a semé. Nous allons tout de suite aller voir Tanguy Le Sévillier qui était présent au stade. Vous nous racontez le match, mais alors là, le match côté tribune, vous avez noté 2-3 petites choses. Faites-nous votre compte-rendu, mon cher Tanguy. Effectivement, Mémé, il s'est passé pas mal de choses en tribune. D'abord, juste avant l'entrée des joueurs, effectivement, on a entendu des chants contre la Ligue. Je ne vais pas vous dessiner ce qui s'est dit. Effectivement, l'arbitre en a également pris pour son grade au moment du penalty marqué par Di Maria. Et ensuite, effectivement, en tribune, par 3 fois, on a eu droit à des banderoles qui étaient contre le... qui était un petit peu homophobe, on va dire ça comme ça, avec notamment la dernière sortie dans la tribune ouest, avec les stades homologués du côté de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé en tribune. Après, il n'y a pas eu d'autres arrêts de jeu. L'arbitre n'a pas souhaité arrêter le jeu après ce premier arrêt de jeu. Encore un match interrompu, la Ligue récolte-t-elle ce qu'elle a semé, mes amis? Vous diriez quoi? Oui, non? C'est un peu compliqué de dire ça Pourquoi? aussi, parce que ça voudrait dire qu'en fait, le combat qui est mené, parce qu'il faut quand même partir d'un principe de départ qui est un combat juste. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter tout ce qu'on peut entendre et dire. Mais le problème, c'est que ça n'a peut-être pas été fait dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que ça part d'une base saine. Les conditions pas très bonnes, il aurait fallu plus de discussions, de concertation. Et c'est devenu maintenant de l'humour pour les supporters, parce que là, l'histoire homologuée, évidemment. C'est un terrain de jeu pour les supporters. Ça vient, on va se marrer, on va se... Hervé, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'homophobie. Mais j'ai l'impression que ces sanctions-là ont fait que les banderoles se multiplient, les provocations se multiplient. Et finalement, ça cache plutôt le problème entre les ultras et la Ligue. On a l'impression que c'est ça. On a l'impression que... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le fond du problème. C'est le fond du problème. Mais il n'y a plus rien à dire, t'as tout. Mais c'est bien pour le football, tout ça. Moi, j'en ai un peu parlé lundi, mais tout ça est bien pour le football parce que ça signifie à quel point ce sport, ce jeu, est important au niveau de la société. Et que on voit bien la réaction de nos amis hommes et femmes politiques. Dès qu'il y a possibilité de se faire un peu de publicité sur le football, ils le font. Et sur les sujets de société, quelque part, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'écoutais France Info, pour ne pas citer la radio, ce matin. Boum, ouverture du journal, l'homophobie, Nathalie Bois de la Tour. Bon, ça me fatigue comme vous, ces interruptions. Je trouve comme vous que c'est parfois excessif. Mais encore une fois, je pense que ça aura un impact positif avec les éducateurs du mercredi, avec les enfants, avec ce qu'on peut entendre aux abords des stades chez les plus jeunes, et que les éducateurs, je crois que c'est Paul Le Guen a dit dans sa conférence de presse, moi je laissais faire, ça me paraissait tellement naturel tout ça, ça fait des années que j'entendais ça, et puis je laissais faire un peu bêtement. Et bien il y a une prise de conscience qui ira jusque dans les cours d'école. Et je pense que ça, c'est positif à long terme. C'est un combat à mener, effectivement, alors avec ses excès. Bien sûr, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour mais... ça que l'intérêt, et peut-être que ça a été fait de manière un petit peu trop agressive, peut-être même de la part de la Ligue, mais ce qu'il faudrait, maintenant, c'est une concertation un peu plus forte, parce que, évidemment, quand on parlait de terrain de jeu... Je vous coupe, la concertation, elle aura lieu, puisque Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue, il y aura donc une réunion le 5 septembre prochain, entre la Ligue, entre des supporters, collectifs ultra, et également des associations contre l'homophobie. Oui, il y a quelque chose quand même qui... c'est qu'on utilise le foot pour une cause certes juste. On va pas discuter toute la nuit, mais n'empêche, on utilise le foot pour régler des choses. Ce que je veux dire, c'est que si on émet des insultes homophobes, ça relève du pénal. Tous d'accord. Le mec, il peut être attaqué en justice, il peut être... Or là... On utilise, c'est la commission de la Ligue qui se retrouve à statuer sur le sens des mots. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, on charge le foot de régler des choses
et on le prend quelque part en otage pour une cause éminemment juste. Alors peut-être faut-il le faire. Moi, tu peux le prendre de manière négative ou de manière positive. Oui, voilà. Là, je trouve que tu vois, là, tu vois la bouteille à moitié vide, en quelque sorte. Parce que tu dis, le football est pris en otage. Non, le football peut être aussi un exemple. Mais je ne crois pas que ce soit sa vocation. Mais je comprends bien ce que vous dites. C'est important. C'est une manière de voir. Et ce qu'on a accepté pendant des années, nous les premiers, puisqu'on est dans les stades, ça fait quand même quelques années qu'on y va, tout ce qu'on a entendu, et ça faisait partie, et c'est vrai qu'on parle du folklore du foot, ça fait partie du folklore, du foot, du basket, du rugby, contrairement à ce que disent certains hommes politiques, comme dont tu parlais, qui expliquaient qu'avec le football qui était touché par ce phénomène-là. Maintenant, puisqu'il y a une prise de conscience, il va falloir évoluer. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ce soit un combat entre des ultras et la Ligue, parce que ça n'a aucun sens. Ils vont venir chaque fois avec des pancartes, vous allez arrêter de 10 minutes le match, et ça veut rien dire. Mais je voudrais en plus que ça s'étende aussi aux propos racistes entendus dans les stades. C'est la seule chose qui me choque. Moi, je trouve que pendant très longtemps, on a accepté des propos racistes dans les stades, des cris de singe, des choses comme ça. Mais pourquoi on n'a pas arrêté aussi les matchs 10 minutes, un quart d'heure? Ça aurait été de la même veine. Il y a eu 7 matchs ce soir en Ligue 2, comptant pour la 6e journée. On se rend à Nancy-Rodez, on est à la 89e minute, avec, on entend à chaque fois le même slogan, la Ligue, on t'encule. L'arbitre Aurélien Petit va interrompre le match quelques minutes. Le président Jacques Rousseau viendra tenter de calmer, de calmer les supporters. Rien n'y fera, le match sera quand même interrompu. Excusez-moi, j'entends des choses ce soir sur le plateau qui sont juste, et c'est ça qui est intéressant, juste un petit peu différentes. Est-ce que c'est... Pardon, j'allais poser ma question, Grégo, mais allez-y. Je ne comprends pas, par exemple, que sur l'image... Non mais, je ne comprends pas... T'as réussi à énerver oui, parce qu'on vient de c'est rare de l'énerver. Mais dis donc, ça arrive une fois par an et tu le fais fin août. Je ne comprends pas sur l'image, par exemple, j'ai un problème. Alors ça, on a un joueur qui va pouvoir nous dire et sans doute affirmer, même contredire mon propos. Je ne comprends pas qu'on charge systématiquement les joueurs de jouer un rôle de stadier. Le mec, il a un match. On lui dit, Ripard, alors Ripard s'est dit, j'étais quand même étonné qu'on me demande, c'est Ripard qui va, demain c'est un tel. Bon bref, dans l'équipe, bientôt va être un médiateur qui de temps en temps va les calmer. Pourquoi? Mais parce qu'il doit être dans son match, il doit être dans l'espace du match, c'est pas lui d'aller faire régner. En gros, non, quand tu es joueur, tu penses qu'à une chose, c'est que le jeu reprenne. Donc en fait, tu vas pas pour faire... Tu sais même pas ce qui s'est passé des fois, mais tu vas pour calmer parce que tu as envie vite de rejouer, d'être dans ton match justement. Mais tu as raison, c'est pas le rôle du joueur d'aller faire ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Donc on entend des cris, on entend des insultes. Etienne, vous avez du poids quand même. Comment? Si on envoie des joueurs, face à la tribune, c'est que les joueurs ont du poids. À mon avis, si Renaud Ripard est envoyé par le staff nîmois, c'est qui a le pouvoir. C'est que le gars a une influence sur les tribunes. Si vous, à l'en avant Guingamp, vous alliez parler... oui, je pense que les supporters vont plus écouter un joueur qu'un stadier. C'est pour ça que le joueur va pour essayer d'aider. Si les stadiers vont, ils ne vont pas faire attention. C'est pour ça que les joueurs vont généralement essayer de calmer les choses. Donc ça ne me choque pas si dans un concert, il y a un problème quelconque de sécurité ou je ne sais pas quoi, très important, à un moment, c'est l'artiste qui va prendre le micro, il l'a, ça tombe bien, et qui va dire des mots apaisants. C'est normal. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui sorte de son match? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de parasiter son métier? Moi, j'en sais rien, je n'ai pas des joueurs professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qui sorte de son concert? Ils ne sont pas en porcelaine non plus, c'est bon. Maintenant, on nous explique que le foot, si un type fait une déclaration malheureuse le mardi, ça risque d'avoir une incidence le samedi sur le... Là, c'est pas rien. Personnellement, je ne pense pas que ça puisse gâcher son match, etc. Je ne pense pas. Pendant le match, on est concentré, il y a l'adrénaline, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas 2 minutes discuter avec les supporters, ça changera. Et casser ces 90 minutes Si, c'est le côté frustrant, c'est qu'en ce moment, maintenant, c'est arrivé un jeu, voilà, c'est malheureux. Et du coup, maintenant, tous les matchs, on voit ça. Et le problème, c'est la fin. Parce qu'aujourd'hui, on voit quasiment sur tous les stades, il y a des arrêts de jeu. Il va y avoir cette réunion entre tous les partis concernés, très bien, le 5 septembre. J'espère qu'ils vont ressortir quelque chose de positif. Parce qu'imaginez qu'il ne se passe rien, mais ça va être le jeu permanent. C'est-à-dire que je pense que maintenant, alors on va retrouver des matchs arrêtés. Parce que déjà, dès que des supporters vont voir leur équipe en difficulté, imaginez vous êtes mené 2-0, 3-0, le match n'a plus tellement d'intérêt. Vous pouvez trouver un autre intérêt dans ce match-là, justement. Dans cette espèce de terrain de jeu supplémentaire, de décalage du match. 6 matchs interrompus donc en 2 semaines. Avant le match, Bernard Serin, le président du FC Metz, avait été interrogé par notre envoyé spécial Tanguy Le Sévillier. Avez-vous eu un dialogue avec vos supporters face à cette éventuelle menace d'interruption, de débordement dans les tribunes, et slogans et de banderoles? On écoute Bernard Serin. On condamne ces agissements de supporters, mais bon, on le sait aussi, on n'est pas en mesure de maîtriser 20 500 personnes. Donc on va condamner, on va éduquer, on va essayer de convaincre, et on le fait au travers des dirigeants de ces associations de supporters
et j'espère que ça portera son efficacité. Concrètement, ce soir, au niveau de la banderole, le job n'a pas été fait, finalement. Non. Surtout, c'est marrant de pouvoir sortir des banderoles comme ça dans un stade, parce que là, déjà, la banderole, c'est un truc un peu plus gros. C'est un peu ce qui s'était passé la dernière fois à Nice. C'est qu'ils font passer tout ce qu'ils veulent, Ils font passer ce qu'ils veulent. Mais ils font passer tout ce qu'ils veulent, le club, quand même. Ouais, mais alors, paraît-il, c'est pas si simple que ça de pouvoir tout contrôler. C'est ce qui se dit. Déjà, tu peux cacher des choses. Alors, tu vas me dire, on peut faire des fouilles des stades. C'est long. Tu peux avoir des complicités dans le. Bien sûr, ils peuvent venir la veille, l'avant-veille, cacher. Moi, c'est trop compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une réunion, qu'il y ait une médiation, qu'ils discutent, parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais. Ils feront rentrer en fait, le fait qu'il y ait des banderoles, il n'y a pas forcément eu de concertation ce soir. Un exemple, comme ça, entre le club de Metz et le groupe de ses supporters. Enfin, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de... En fait, on a dépassé le cadre des insultes homophobes, et il y a cet événement qui permet aux supporters d'envoyer des messages à la Ligue, avec laquelle la Ligue et les autorités dans ensemble, et de les embêter. Donc voilà, ça devient un jeu, mais qui dépasse, on n'est plus du tout dans l'homophobie. Mais parce qu'il y a eu aussi un discours politique qui a été beaucoup basé sur la démagogie, qui a été de montrer on gonfle les muscles, etc. Donc la Ligue, d'une certaine manière, s'est retrouvée aussi confrontée. Et la Ligue ayant ses propres problèmes avec ses supporters pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des problèmes d'homophobie et des choses comme ça, et ben voilà, tout se rencontre, c'est la rencontre de plusieurs chocs. Juste un petit confidentiel, ce qui m'a amusé, là, je surfais hier sur le site d'RMC, pourquoi des multiplications d'interruptions de match? Là, on en est à 6 en 2 semaines. Alors la Ligue, elle se dit surprise, alors c'est du off, par la multiplication des interruptions de match. La seule consigne qu'on a passée aux arbitres, c'est de consigner systématiquement dans le rapport tous les chants insultants qu'ils entendent, y compris les historiques, la Ligue, on t'encule. Ok. Devant le tollé provoqué par les interruptions de match, la Ligue va faire passer le message au corps arbitral d'assouplir le recours à l'interruption. L'idée, c'est d'être plus mesuré dans la prise de décision sans pour autant être laxiste face aux chants homophobes. J'ai l'impression que la Ligue... Je suis un petit peu étonné que la Ligue parle sur les arbitres. Statutairement, la Ligue, les arbitres ne sont pas statutaires de la Ligue. À aucun moment. C'est vraiment... Hormis ce problème constitutionnel. Hormis ce problème constitutionnel, ils peuvent en discuter. La Ligue, on voit qu'il y a quand même un pas de retrait quand même entre le corps arbitral et la Ligue. Non, mais vous êtes rentré, mais vous avez mis le doigt, le coude, le bras, le corps dedans. C'est-à-dire que maintenant, puisqu'il y a eu des arrêts sur des termes, par exemple, on recule, etc., il est évident que si vous entendez ça pendant 10 minutes sur un autre stade, ça va devenir compliqué de dire ce coup-ci, je ne vais peut-être pas le faire parce que la Ligue m'a dit que... Mes amis, un match marqué par la non-titularisation d'Alphonse Areola qui va aller vers le Real. Surprise donc avant le match. On voit que Marcin Bulka est titulaire, Areola mécaniquement remplaçant. Thomas Tuchel avant le match le confirme à nos confrères de beIN Sport. Bulka titulaire car Areola est en partance. Ou sa direction le Real pour un prêt d'1 an. Keylor Navas ferait le chemin inverse et signerait donc au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Navas, enfin un grand gardien pour Paris. Qu'en pensez-vous? Bah oui. Enfin, je veux pas un type qui a 3 Ligues des Champions à la ceinture. Si c'est pas un grand gardien, je me souviens de matchs prodigieux, notamment un match retour à Madrid contre le Bayern de Munich. Enfin, très sincèrement, j'enfonce une porte qui est ouverte depuis. On a eu le Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari a eu beaucoup de gardiens. Là, Navas, c'est sûr, avec Navas, Paris règle son problème de gardien. S'il est au même niveau que quand il était champion d'Europe, c'est un énorme gardien, mais qui a toujours été un peu sous-coté, qu'on a toujours regardé un peu comme ça. Il me semble que, mais enfin, attendez, il quart de finale avec le Costa Rica. Y compris à Madrid. Oui. Gilles Favard. Donc, c'est pas un très grand gardien. Non. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien. Mais on en a parlé suffisamment. Ils n'ont jamais réglé ce problème de gardien depuis l'ère Qatari. Ils n'ont jamais réglé ce problème. Depuis Sirigu. Depuis Sirigu, je ne sais pas pourquoi. Après, c'est le meilleur gardien que Paris aura eu depuis très longtemps quand même. Je vois pas. Alors, admettons qu'il vienne et qu'il a dû signer un contrat de 3-4 ans maintenant. Je te parle dans les années récentes. Sirigu, Areola, Trapp, Buffon. Je connais non, mais c'est pour donner l'historique des Paris. Sinon, il y a Landreau. C'est vrai que c'est moins fort que Landreau, Gilles. Qui ça? Non, on parlait des bons gardiens. C'était pour mettre une pièce. Non, on parle des bons gardiens. Après, c'est difficile de faire mieux. Ah oui, je dis, non, mais là, on est tatillon parce que le mec a quand même gagné 2 ou 3 Ligues des Champions. Je pense que c'est un des seuls gardiens à avoir fait ça. D'accord, il en a gagné 3, mais ça fait partie, tu es bien placé pour le savoir, Étienne, ça fait partie de ce qu'on appelle des bons gardiens. Des gardiens qui sont dans un club, qui sont bons, que tu discutes pas, qui rentrent dans le moule, mais des très grands gardiens. Qu'est-ce qu'il y a de mieux actuellement? T'as Oblak, Ter Stegen. Il y en a 2 ou 3.
3 noms, t'en as 5-6 bien au-delà de lui. Courtois, puisqu'il n'est pas titulaire, on va en citer. Mais c'est pas. De Réa quand même s'il fait quelques erreurs. Non, mais il y en a des au-dessus de Navas, Alisson, je suis pas sûr. De Réa, pas sûr. Alisson, mais c'est un. Loris. Attention, le problème du Paris Saint-Germain, le problème d'être gardien au Paris Saint-Germain, c'est que ce soir, il a quoi? Il a un demi-arrêt à faire. Il va avoir des jours où il va pas avoir un arrêt à faire. Il est habitué. Il est habitué. Au Real, c'était pareil. Au Real, c'était pareil. Dis-moi, j'ai vu faire des arrêts, moi, Navas. Navas, l'avantage qu'il avait au Real, c'est comme il jouait beaucoup plus haut, il fallait qu'il réduise l'espace entre les derniers défenseurs et lui. Un peu comme Lopez. Il joue un peu comme Lopez à Lyon. C'est ce style de gardien. Pour moi, il n'est pas supérieur à Lopez, voilà. Si tu veux que je te donne un exemple. Voilà. Moi, je le vois vraiment supérieur. Ah oui, à Lopez de Lyon. C'est le même gardien. Il y a quand même l'expérience. L'expérience, parce qu'il s'est retrouvé à un bon moment, au bon endroit au Real de Madrid, et il a gagné. C'était pas lui le gardien titulaire à la base. Le Real de Madrid n'a pas pris Navas pour être le titulaire. C'est un gardien qui a une grande expérience en sélection, qui a gagné 3 Ligues des Champions. Ça compte quand même un peu. Mais ça compte. Je te dis pas compte. Je répète, c'est un bon gardien, c'est pas un très bon gardien. Donc le problème, est-ce qu'il sera résolu? Je pense que oui, parce qu'ils font que des conneries. Mais si il leur fait 2 boulettes en Champions League, on en reparlera. Non, là, on va être tous d'accord au moins sur une chose, c'est que c'est un gardien. C'est le meilleur gardien qu'ils aient eu là depuis là. Je vais aller plus loin. C'est un gardien qui peut vous faire gagner la Ligue des Champions. Voilà, parce que parce qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné. Non, mais c'est ça qui est important. C'est dur de faire mieux quand même. Qu'est-ce qui est important? On veut des joueurs qui nous font passer un palier. Lui, il peut vous faire passer un palier. On verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, vous pouvez gagner la Ligue des Champions. Et en plus, ça, je sais pas, mais il me semble qu'en plus, c'est un type qui va au mastic. C'est un type qui n'hésite pas à sortir, c'est un type qui rayonne. Enfin, c'est pas. Mais Zidane l'avait en estime, visiblement. Je viens de te dire que c'est un des gardiens qui. Il y a un problème. Suivant comment tu joues, le gardien avec qui tu joues, si tu joues très haut, il faut que tu aies un gardien qui te réduit l'espace entre l'espace. Il le fait très bien. Navas, il le fait très bien. Lopez le fait très bien. Maintenant, tu as d'autres gardiens qui ont d'autres qualités. Parce que quand il va falloir sortir sur les centres, Navas. Keylor Navas est en direct dans l'équipe du soir. Non, c'est Tanguy Le Sévillier. Il est beau, Tanguy Le Sévillier, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, Tanguy? Alors oui, Olivier, l'enquête se poursuit. Effectivement, selon les dernières informations, Leonardo devrait s'exprimer devant notre caméra. Il le fera après la conférence de presse de Thomas Tuchel qui va se dérouler dans quelques secondes. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon cher Tanguy. Avant la rencontre, quoi qu'ils disent, oui, faudra pas le croire. Ok. Donc on l'écoute pas. Non, mais si, on va l'écouter parce que c'est très intéressant. Attendez. Leonardo, face caméra, nous dit en direct, le transfert c'est fini, c'est terminé. Mais vous plaisantez. Ah oui, évidemment. On sait déjà ce qu'a dit, mais vous plaisantez. On sait déjà que Barcelone a annoncé que, en gros, c'était quasiment fini, blablabla. Donc là, c'est poker menteur. On est quel jour? Vendredi. Il reste 2 jours. Donc 3 jours, c'est vrai, t'as raison. Non, faudra pas le si croire. Leonardo nous dit c'est signé, c'est signé. On le croit. Mais on sera embêté parce qu'il y a quand même le Barça qui a dit l'inverse il y a 5 minutes. Mais tout est possible. En 5 minutes, parce qu'il paraît qu'après Metz, il a passé un coup de fil. Ok, très bien. Il y aurait une. Parce que pareil, on dit. Ousmane Dembélé dit le Barça fait pas pression sur moi. Non mais vous croyez que ça ils font pression sur l'agent, c'est pareil. Non mais donc essayons juste d'avoir la tête claire sur ce dossier quand même. Avant la rencontre, Areola remplaçant Boulka, le grand bain. Donc ce soir à Saint-Symphorien, rappelons qu'il avait un chiffre 0 le nombre de matchs et de minutes disputées en Ligue 1. Je me souviens de certains qui disaient entre donc Navas et Boulka, il faut pas que Navas se blesse parce que Boulka, franchement, on n'a aucune certitude. Le match de Boulka ce soir, ce que vous en avez vu et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Ce confirme. Ça le confirme. Ah bah si. Ah bah quand même, il fait une erreur de main majeure sur une des frappes. 86e minute, frappe de Gagba qui tire. On a l'image. Ah bah regardez, c'est une grande équipe. Non, c'est pas condamné. Il y a une alerte Boulka. Bien entendu, alerte Boulka. Allez, on y va. Regardez, alerte Boulka. Là, c'est l'alerte Boulka. C'est pas bon. C'est-à-dire que ça veut dire que ce gardien-là, qui avait fait un très bon match jusqu'alors, et d'ailleurs il prend une balle dans les airs, il prend la balle, il s'impose physiquement. Ça veut dire que lui-même, il sent qu'il n'a pas encore des certitudes d'un gardien
gardien de haut niveau, et ses partenaires se rendent bien compte que bon, c'est pas encore complètement ça, mais ça c'est normal. C'est pas le condamner, c'est simplement. C'est pas le condamner, non, il le condamne pas. Mais comment voulez-vous sur le premier match, il fait une faute de main, il le tue. Mais pas du tout, je ne le condamne pas. Son jeu au pied, non. Son jeu au pied, comment c'est? Parce qu'en général, c'est ta grande marotte. Moi, jamais. Son jeu au pied. Non, son jeu au pied, c'est le gardien. Son jeu au pied, explique-moi. Non, son jeu au pied. Ah oui, parce que c'est important le jeu au pied. Je sais que c'est plus important le jeu au pied que de faire des arrêts avec lui. Je me rends compte que les années passent, il commence à perdre la mémoire. Ce n'est pas moi le seul jeu au pied. Donc, sinon, mais c'est pas pour du tout le condamner. C'est montrer simplement que sur un match comme ça, évidemment, il y a une erreur de main qui est importante quand même. Il peut y avoir but sur un but comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas donné toutes les assurances sur ce match-là. Mais c'est normal. On ne va pas le condamner là-dessus ni le juger. Mais simplement, ça veut dire que vous êtes dirigeant du PSG, vous êtes obligé de vous dire est-ce que ça peut être un bon numéro 2 On l'a découvert ce soir. On l'a découvert ce soir. Voilà, il y a eu quelques situations. Vous en a montré une à la 86e minute. Au début de l'émission, vous a montré un de ses arrêts. On le connaît un peu mieux ou pas? Enfin, voilà. Pour être gardien d'un club pareil, il faut quand même avoir du poil au menton. Devant vous, il y a quand même Marquinhos et Silva. Il faut quand même avoir une espèce d'autorité sur eux quelque part. Il faut, je veux dire, c'est comme si on me parachutait presque moi, indépendamment même des qualités techniques. Toi, t'aurais pu l'aurais. Ce que je veux dire, c'est que c'est des. Attendez, vous voyez de quoi on parle là? Il y a un échafaudage de je ne sais combien de centaines de millions par an sur un type. Non mais il faut quand même pas d'où il arrive. Non mais il faut quand même que le mec soit. Est-ce que vous êtes en train de nous dire de termes compliqués qu'en fait il n'a pas commencé le sport du football et le gardien de but ce soir en fait? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est un boulot. Enfin c'est un boulot qui peut appartenir à très peu de joueurs. Le fait d'être gardien au PSG, il y a pas l'idée que je m'en fais, c'est qu'il n'y a pas 20 gardiens au monde qui peuvent le faire. Etienne comme ça. Etienne, comment il a joué avec Caillot. Etienne, comment on radiographie un joueur comme ça, un gardien? On se dit quoi? On se dit tout de suite, il est bon, il est pas bon? Est-ce que pour un joueur de champ comme ça, on se dit on a un bon, on a un très bon, on a un gars. Ce soir, vraiment, on peut pas le juger. On a déjà vu, on peut pas le juger. Après, on le connaît pas. Personne ne le connaît. C'est compliqué d'avoir un second gardien que personne ne connaît à Paris. Voilà, tout simplement. Mais on peut pas le juger. Les mecs sont derrière, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce club? Non, mais c'est vrai, on peut pas le juger ce soir. C'est possible. Mais là, très sérieusement, je pense qu'ils vont prendre un deuxième gardien. Un troisième. Non, mais Navas arrive, il va pas rester numéro 2. Je suis à peu près persuadé qu'ils vont prendre un mec de 35-36 ans, je te dis, style Pepe Reina. Parce que là, ils resteront pas avec lui numéro 2. Je pense que rien pour. Ils prendront pas le risque. Je pense que rien que pour travailler à l'entraînement, tu travailles pas. Je te dis qu'il faut travailler. Attention, il y a une chose. D'ailleurs, on en parlait hors émission, c'est que moi, j'aimerais bien savoir combien prend en charge le Real Madrid le salaire de Areola. Parce que il est payé 700 000 euros par mois. J'arrive pas à imaginer que le Real lui donne 700 000 euros par mois. Donc ça veut dire que Paris. Peut-être pendant un charge. Mais ça compte dans le recrutement. Ils achètent Navas. Mais dans la masse salariale. Ils achètent Navas. Oui, ils s'arrangent. Mais. Oui, mais ils s'arrangent, c'est vrai. Mais bon, ils font leur compte. Juste un petit break parce qu'on passera dans quelques minutes, 20 minutes à peu près au débrief de France-Italie. La France ce soir s'est imposée 47-19 au Stade de France. 3e minute, ça commence bien pour les Bleus. Essai de Yoann Huget sur une passe de Maxime Médard qui a aplati 5-0. 20e minute, essai pour les Italiens de Olivier Bellini. Un essai transformé, c'est l'Italie qui mène après 20 minutes 7-5. 32e minute, essai de Camille Chat transformé par Ntamak 19-7. Les Bleus respirent. 43e minute essai d'Antoine Dupont sur un exploit personnel. 26-7. Au total, 7 essais inscrits pour les Bleus, 3 encaissés, 47-19. Les Bleus, ce soir, vous ont-ils rassuré? Benoît Cosset, intervention devant le Stade de France. Rassuré ou pas, mon cher Benoît? Le 21 septembre, c'est le premier match de Coupe du Monde face à l'Argentine. Voilà, je rappelle que sur le plateau, certains d'entre vous pensaient même à une défaite du 15 de France. Donc voilà, la victoire est plutôt large par les Bleus, mais il y a évidemment un vrai bémol. Il va falloir quand même mesurer cette victoire comme on l'avait fait lors du premier match face à l'Écosse, de par l'adversité, de par le nombre de fautes excessives des Français qui ont été énormément pénalisés. Et ça, en Coupe du Monde, ça ne pardonnera pas. La France a quand même encaissé 19 points, mais oui, il y a quand même du mieux. Oui, il y a une dynamique dans cette équipe de France. Oui, il y a des vrais points de satisfaction, notamment sur certains joueurs. Donc,
On est sur la bonne dynamique. Le point d'orgue, on le rappelle, c'est le 21 septembre. Et donc, en effet, ce n'est qu'un match de préparation avec ses déchets parce que les Bleus ne sont pas encore dans leur pic de forme. Donc, il y a de l'espoir. Il n'y avait peut-être pas d'espoir à la sortie du dernier tournoi de destination. Ce soir, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Benoît Cosset, je vous invite à revenir dans l'équipe du soir parce que quand vous étiez en train de parler en disant il y a des progrès, des petites choses comme ça significatives, il y avait un vent de scepticisme qui soufflait tranquillement sur le plateau. Rendez-vous pris dans une quinzaine de minutes ensemble pour débriefer cette victoire 47-19 de la France contre l'Italie. Neymar reste à Paris. Point d'interrogation, ce soir l'agence de presse espagnole EFE rapporte une information du Barça. Nous n'avons jamais été en quête de Neymar, précise ce communiqué. C'est le Paris Saint-Germain qui a mis son joueur sur le marché, car il semble vouloir partir. Et nous sommes intéressés. Le Paris Saint-Germain a de très hautes prétentions et nous ne les acceptons pas, notamment parce que cela enlève de la valeur à nos joueurs. Pour le moment, nous parlons d'un transfert de 215 millions d'euros et nous ne l'acceptons pas. Le Barça ne dévalorisera pas ses joueurs. Le feuilleton de Neymar, c'est donc, en tout cas, la faute du Paris Saint-Germain, si j'en crois cette dernière information. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Non, mais dans le communiqué du Barça, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut donner les 222 plus Dembélé, plus machin, plus machin, plus machin. Dembélé, il ne vaut pas non plus zéro. Et on a l'impression qu'en fait, le PSG tire, en fait, minimise la valeur des joueurs. Voilà. Pardonnez-moi, mais allusion à la dernière offre, c'était 215 millions cash, sans échange de joueurs. Hein. Là, on en 215 millions, ça irait. Mais si c'est 170 plus Rakitic plus Dembélé... Un prêt Dembélé. Hein. Ouais, en prêt, ouais. Dans ces cas-là, c'était sur le. Mais en fait, sur une saison, il est déjà blessé pendant un mois. Oui, enfin, mais j'ai l'impression que l'idée, c'est quand même constamment de. Mais c'est normal, c'est une négociation, c'est constamment de. Quand il était question d'échange joueurs, de continuer. Quand tu parles de négociation, effectivement, c'est pour ça que la sensation, moi, que ça me donne, c'est que c'est un communiqué aussi balancé pour faire tourner des choses, soit dans le bon sens, soit finalement dans le mauvais sens. C'est que c'est le dernier coup, parce qu'à un moment dans la phrase, il est marqué pour le moment. Oui, j'ai pas pigé. C'est quoi là, visiblement, c'est assez tendu, là. C'est l'impression que ça donne. C'est que là, c'est un peu le coup de poker, dire nous, on n'accepte pas ces conditions-là, mais il y a marqué pour le moment, virgule, un moment. C'est-à-dire pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours la porte de sortie en disant mais on peut peut-être aller un peu plus loin. Ça, c'est des négos, c'est costaud, c'est dur, c'est du solide, c'est beaucoup d'argent en jeu. Donc à un moment, Barça avance son pion. À Paris de réagir. Et après, Leonardo peut potentiellement reprendre la main en disant écoutez, très bien, nous prenons acte du communiqué du FC Barcelone. Mais si le transfert ne se fait pas, il ne se fera pas, il n'y a pas de souci pour le Paris Saint-Germain. Et ça met la pression sur qui ? Sur Neymar et sur le clan Neymar qui appelle le Barça derrière et qui disent allez hop, on a remis une cartouche. Donc ne croire personne et attendre lundi soir. Gilles Favard, dans quelques minutes, Tanguy Le Sévillier nous a annoncé, le directeur sportif Leonardo allait parler. Quel conseil lui donneriez-vous par rapport à ça ? Le fameux, Léo, le fameux Gilles. Non, mais il parle qu'au président. Non, moi je parle qu'au président. Gilles, est-ce que vous lui conseillerez de faire un transfert de soucis ? Non, mais ça, c'est les joueurs de cartes qui comprennent ça. Ce que c'est qu'un joueur de soucis. Donc, lui, effectivement, il ne va pas le faire. Expliquez-le, parce que est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire ? C'est quoi ça ? Un transfert de soucis. Mais c'est pas un transfert de soucis, c'est quand tu joues aux cartes, tu fais tapis et c'est toi qui es en face et tu réfléchis. C'est mieux que les gens qui nous écoutent, c'est mieux qu'ils comprennent. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que là, s'il arrive et qu'il peut dire, alors, Sébastien n'a pas tout à fait tort, je crois que quoi qu'il dise, il va mentir. Ah oui, bien sûr. Et si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Donc voilà. Donc il va mentir, il va dire c'est fini. Ouais. Bah oui. Et ce ne sera pas fini. En espérant. Mais il recevra un coup de fil demain matin du clan Neymar en lui disant eh oh. J'ai dit, on va te foutre le bordel. Il dit non, mais si j'y crois pas, ça au bordel. Non, vous êtes prêts avec le mais tout est possible. De toute façon, on va lui foutre le bordel 48 heures. Hein. Parce que si le mec il est solide, qu'est-ce qu'il fait mardi matin ? Il joue plus au football, Neymar, il arrête ? Ah bah non, il joue il s'arrête. Bah non. Voilà. Bah oui, ça c'est sûr. Après, il y aura ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Campagne de com. Après. Donc oui. Pour réamour des supporters. J'ai hâte de la voir. Celle-là, c'est ce qui va se passer. écoute-moi bien, elle durera 15 jours. Celle-là, et ça, je suis pas inquiet là-dessus. Il va dire, il y a eu des propositions, les propositions ne nous ont pas convenu. On a décidé d'en rester là. Maintenant, ils ont 48 heures pour changer d'avis. Voilà. Et, pardon, mais je reviens sur le premier communiqué, là, le communiqué du Barça publié par l'agence de presse espagnole. Pourquoi c'est si important de faire... Olivier, la véritable chose, ils n'ont pas mis Neymar sur le marché. Neymar a dit « je veux partir ». Eux ont dit « tu veux partir, c'est une somme d'argent. Ramène-nous la somme d'argent, tu pars ». Jusqu'à preuve du contraire, le clan Neymar n'a pas réussi à ramener l'argent. Parce que ça, c'est...
factuel. Ça, ce que vous dites, c'est factuel, mais là, dans l'habillage, avec ces communiqués, ces jeux, on va dire, de poker, pourquoi c'est si important à ce moment-là de faire porter le chapeau à l'autre? On a l'impression que Neymar, là, c'est presque un joueur du Barça. Vous avez l'impression que les mecs sont en position comme si c'était le mec qui vendait. C'est la bataille de com. Et puis c'est aussi une manière pour faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, parce que c'est un coup quand même qu'on balance. Moi, je ne suis pas un joueur de cartes, mais enfin, j'imagine que c'est un moment où vous tentez quelque chose. Deuxième chose, se mettre bien avec ses propres joueurs. Parce que ça, c'est quand même important de montrer qu'on apprécie les joueurs qu'on a dans son club et qu'on les dévalorise pas. Ça, c'est important. Et montrer aussi qu'on est costaud sur ses bases, qu'on est solide. On est Barcelone, on est un gros club. Et on ne se fait pas bouger comme ça par un petit vent. Ils viennent un peu se déresponsabiliser aussi. Avec ce communiqué-là, ils remettent un petit peu le truc sur Paris, ils se lavent les mains. Voilà, si ça tourne mal, ce sera la responsabilité de l'autre. En fait. Je pense que c'est un petit peu à ça qu'il joue aussi. Complètement. Donc on a essayé de le faire. Donc c'est toujours des messages. Regardez, on essaye, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est de la faute de... C'est un peu ce qu'il dit. Mais la grosse difficulté dans cette affaire, c'est qu'au final, bon, imaginons qu'il reste, il y aura... Finalement, ça va retomber sur qui? Sur Dembélé. Il y a Leonardo. Ça va tomber sur Dembélé au Barça. Et sur Neymar. On y va. Leonardo. Attends, on calme. Où en est le point Neymar? Leonardo, où en est le dossier Neymar? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Vous parlez rarement, où en est le point Neymar? Bon, le dossier Neymar. Je pense que notre position elle était toujours claire. Je pense qu'ils ont toujours su qu'est-ce qu'on voulait. Elle était claire en tous les sens. Et honnêtement, la première fois qu'on a eu une proposition écrite et officielle de Barcelone, c'était le 27 août. On dit à 5 jours de la fin de le mercato. Et on a été ouvert même à parler des autres joueurs pour faire l'opération. Et après, on n'a jamais eu un accord écrit, une acceptation par rapport à notre condition. Du coup, est-ce que Neymar reste? Il n'y a plus les négociations sont rompues? Bon, aujourd'hui, comme idée, qu'est-ce qu'on a demandé et qu'est-ce qu'on a eu comme proposition? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il Il y aura un accord d'ici lundi soir? Je sais pas, ça dépend de Barcelone. Il y a une deadline ou pas, Leonardo? Bon, honnêtement, on a pensé en deadline, mais aujourd'hui, on est à 3 jours de la fin du mercato. Il y a un deadline quand même naturel. C'est pour ça qu'on cherche de comprendre, mais aujourd'hui, je vois vraiment que l'accord n'est pas arrivé. On a été ouvert, comme je dis, même à parler des joueurs, mais aujourd'hui, on a 3 jours. On a 3 jours de la fin du mercato. Et Neymar veut toujours partir, lui? Bon, sa position était toujours claire. Hein. Honnêtement, c'était toujours clair. Et la nôtre aussi. Est-ce qu'il est encore possible que Neymar reste? Est-ce que le joueur est prêt à rester s'il n'y a pas de proposition? Non, on a toujours dit depuis le début, hein, c'était s'il arrive une proposition qui nous satisfait, il pouvait partir. C'était pas le cas. Une proposition à 215 millions d'euros, ça peut vous satisfaire? Regardez, il est en contrat avec nous. Ça c'est clair. Et l'accord aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas. À 215 millions d'euros, est-ce que vous le lâchez? La proposition était claire pour tout le monde. Ça, c'est vraiment clair. Combien vous voulez, Leonardo? Non, ça n'existait pas. Transparent. Bon, tout le monde sait. Tout le monde qui était dedans dans la négociation, c'est la position et c'est ça qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'accord. Qu'est-ce que Neymar vous dit actuellement? Vous échangez avec lui? Non, mais on sait tout. Hein. Il y a pas de, on se parle. C'est vrai que les positions sont claires depuis le début. La nôtre aussi. Et quels sont les joueurs du Barça qui vous intéressent? Non, ça n'existait pas. Ça, c'est question qui c'est de Barcelone qui fait une proposition à nous accepte, on n'accepte pas. Un mot sur Alphonse Areola, est-ce que ce soir c'était sa dernière apparition avec le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. C'est une situation qui est encore pas faite. C'est vrai qu'il y a la possibilité de faire. Aujourd'hui, il ne se sentait pas bien pour jouer parce qu'il existe la négociation. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Mais il n'a pas joué. Mais quand même, on a respecté parce qu'il y a une négociation en cours. Et Navas, il est possible qu'il y ait un échange avec Il y a une négociation avec Areola. Oui. Et avec le Real Madrid. Travailler sur d'autres dossiers de joueurs, d'arrivée, peut-être en attaque? Non, en vérité, comme vous savez, peut-être on va avoir le temps de parler un peu après le mercato. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de palais. La situation, elle est large, dans le sens que il existe, comme vous savez maintenant, un côté financier, un côté structurel de mercato qui n'est pas facile. Pas facile pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche d'organiser qu'est-ce qu'on a. Je pense que ça sera une saison difficile. Je pense que ça sera difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. On dit que peut-être c'est pas la situation idéale. On n'a pas. Il y a des choses à régler, oui. On a des situations on doit de voir comment on va vivre avec, oui. On a des situations des joueurs en fin de contrat, oui. On a beaucoup de choses ensemble
On a de savoir que c'est comme ça. C'est comme ça. Ce ne sera pas la saison bling-bling, oui, on y va, on va gagner la Champions League. Non, ça ne sera pas comme ça. On va chercher de réorganiser, de revoir des choses, de reparler, pas qu'expliquer. Les ambitions sont à la baisse, ça veut dire, Leonardo? Non, c'est pas qu'ambition à la baisse, parce que Paris Saint-Germain, c'est obligé. Aujourd'hui, c'est obligé. J'ai dit seulement qu'on a des choses à régler. On vous a annoncé en Italie récemment, est-ce que... Pardon? On vous a annoncé en Italie récemment pour notamment superviser Matuidi et Dybala. Est-ce que ce sont deux joueurs qui peuvent vous intéresser? Non, on n'a pas eu... Honnêtement, on a eu beaucoup de conversations avec des clubs qui avaient des situations aussi à régler. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de clubs dans une situation similaire. Qu'est-ce qui s'est changé? Ils demandent beaucoup. Hein. Et ne me fait même pas finir. Mais bon, je pense que après on parle de ça. Que ça c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, mais on va parler de ça tranquillement. Si Neymar venait à partir d'ici les prochains jours, est-ce que le Paris Saint-Germain aurait le temps de se retourner pour trouver un successeur à Neymar? Non, la condition de son départ, c'était toujours lié parce qu'il n'avait aucun club qui avait l'argent pour l'acheter, ça c'est la vérité, et déclaré pour tous les clubs aussi. C'était toujours d'avoir en remplaçant dedans et peut-être des autres joueurs qui pouvaient compléter le montant exigé par nous. Et ça, on était ouvert à ça. On a toujours essayé d'avoir dans les effectifs des autres équipes quelques joueurs qui pouvaient être dans la négo. Vous avez envie que Neymar reste? Neymar, il est un joueur extraordinaire. Et comme j'ai dit l'autre jour, je ne le connaissais pas avant. Jamais vu Neymar. Et je pense qu'avec le temps, j'apprécie même la manière qu'il est. Il est un bon garçon, je pense qu'il a vécu beaucoup de choses. Il est un joueur très connu, très important, et bon, ça de vivre avec. Et bon, c'est sûr qu'un joueur comme ça, c'est toujours important. Après, c'est normal, on doit avoir en relation pour avoir le mieux de lui. Ça c'est normal d'avoir une relation. Et cette relation aujourd'hui, on dit la vérité, c'est pas une relation la plus tranquille qui existe. Aujourd'hui, on a une relation qui est là, qui est compliquée, qui sont se passer des choses, qu'on cherche de régler, de parler. On a ouvert à la possibilité de son départ seulement à notre conditions qui sont jamais arrivées. Si Neymar... Barça, depuis le départ, n'a pas l'argent pour acheter Neymar, parce que Barça ne se pas un petit Ça c'est toi qui dis, je sais pas. Si Neymar reste, est-ce que vous avez... Je pense que beaucoup de clubs, ils ont fait les opérations au début de mercato, et après, c'était plus difficile d'avoir les moyens pour chercher des choses qui peut-être sont importantes. Il y a une autre entrevue qui est prévue avec le Barça d'ici lundi. Il y aura d'autres... On n'a rien prévu. Si Neymar reste, est-ce que un autre joueur peut quand même arriver? Un autre attaquant? Je suis très content pour Choupo parce que Choupo a fait 2 matchs et 3 buts. Je pense que ça c'est quelque chose de très bien. Je suis très content pour l'équipe aujourd'hui parce qu'on a vu aujourd'hui même sur le terrain une équipe qui avait un esprit très positif, un esprit du groupe dans conditions très difficiles. Qu'à la fin, c'est le premier match de Boulka. C'était avec Adil Aouchiche sur le terrain pour la première fois. On a vu un Dagba extraordinaire. J'ai aimé beaucoup les jeunes comme ça. Et après, on a eu des joueurs qui ont souffert beaucoup, comme Di Maria, Verratti, aujourd'hui, Idriss Gueye qui a fait 2 matchs de très haut niveau depuis qu'il est arrivé. Bon, je peux qu'à marquer encore, Bernat. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous pouvez quand même recruter un autre attaquant? J'ai parlé beaucoup, j'ai oublié la question. Donc je vous la remets. Si Ousmane Dembélé avait dit oui, est-ce que Neymar, le deal avec Barcelone aurait été conclu? Regarde, honnêtement, par rapport à Dembélé, je pense qu'il a su qu'il devait partir peut-être le 27. Alors c'est plus compliqué. Mais honnêtement, on n'a pas un non oui. Je pense qu'on a eu des réactions. Il n'a pas dit non encore. Non, je pense qu'il y a eu des réactions publiques même, mais on n'avait pas un accord avec Barcelone pour savoir si le joueur il était d'accord ou non. Si on n'a pas un accord avec le club, on ne peut pas partir. Il n'y a que Barcelone qui sont inclus dans la négo, parce qu'on n'avait jamais un accord avec Barcelone, formal, écrit, pour dire on est d'accord, alors on va voir avec... Et il n'y a que Barcelone qui est intéressé? Pardon? La somme que vous réclamez plus d'Dembélé. Tu veux négocier avec moi aussi? Putain, négocie avec moi maintenant. Pour l'instant, Barcelone, le FC Barcelone, c'est le seul candidat, ça c'est sûr pour Neymar? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Est-ce que les stars du vestiaire... Merci beaucoup. Merci Léo, bonne soirée. Voilà, Leonardo sur le riz de tous les journalistes, une conférence de presse vraiment passionnante, c'est voilà, avec un grand et un bon Leonardo, même s'il est un petit peu fatigué. On en parle juste après la pause, à tout de suite.
Dernière ligne droite de l'équipe du soir. Mes amis, il vient de se passer un grand moment de télé. Leonardo face aux journalistes après un match gagné donc, du côté du Paris Saint-Germain à Saint-Symphorien 2-0 contre Metz. On débriefe les mots de Leonardo en compagnie d'Étienne Didot, de Grégory Schneider, de Gilles Favard, d'Hervé Penaud et de Sébastien Tarago. Leonardo face à la presse. Rappelons que le feuilleton Neymar, donc depuis le début de ce mercato, aujourd'hui les négociations sont rompues. 215 millions d'euros cash, c'est la proposition du Paris Saint-Germain, refusée par le Barça. Communiqué ce soir du Barça, distillé par une agence de presse espagnole, nous n'avons jamais été en quête de Neymar. C'est dans ces conditions et dans ce climat que Leonardo intervient. On va juste vous repasser les premiers mots du directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est maintenant. Bon, le dossier Neymar, je pense que notre position elle était toujours claire. Je pense qu'ils ont toujours su qu'est-ce qu'on voulait. Elle était claire en tous les sens. Et honnêtement, la première fois qu'on a eu une proposition écrite et officielle de Barcelone, c'était le 27 août. On dit à 5 jours de la fin de le mercato. Et on a été ouvert même à parler des autres joueurs pour faire l'opération. Et après, on n'a jamais eu un accord écrit, une acceptation par rapport à notre condition. Du coup, est-ce que Neymar reste? Il n'y a plus les négociations sont rompues? Bon, aujourd'hui, comme idée, qu'est-ce qu'on a demandé et qu'est-ce qu'on a eu comme proposition? Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y aura un accord d'ici lundi soir? Je sais pas, ça dépend de Barcelone. Que retenez-vous d'essentiel de la conférence de presse, du point presse de Leonardo? D'essentiel, une idée pour que tout le monde puisse parler. Personnellement, le fait qu'il n'y a plus que le Barça en lice. Après, les négociations continuent, mais moi, c'est ça. Real et Juve étaient en lice à un moment, on en parlait. Ouais. Que retenez-vous d'essentiel, mon cher Gilles? Très bon directeur sportif. Ouais. Communique très bien. Mais sur quoi? Qu'est-ce que vous avez mis non, sur mais quoi, là, il a mis l'accent parce que tout compte fait, on peut croire qu'il ferme la porte sans la fermer, et que tout compte fait, on en est réduit à toujours la même chose, et qu'il reste 3 jours et que tout peut se passer. Voilà. Sébastien, j'oriente un peu ma question parce que avant, depuis le début de l'émission, on sait que Leonardo va parler. C'est Tanguy Le Sévillier qui nous a fait cette petite confidence. Juste avant, vous étiez dit, de toute façon, quoi qu'il dise, il va mentir. Est-ce que là, ça a été du pipeau, 100% intégralement? Est-ce que vous mangez quelque chose que vous avez appris sur ce feuilleton? J'ai dit ça en partant du principe que c'est normal de mentir. Oui. C'est le mercato. Donc, à partir du moment où vous faites une apparition publique, c'est pour envoyer des messages à vos interlocuteurs. Hein. C'est pas pour faire plaisir aux journalistes. Bien sûr. Donc, non, moi je pensais qu'il pourrait dire bon, bah, c'est fini, tant pis, et que dans ce cas-là, il fallait surtout pas le croire. Il a laissé la porte ouverte, parce que la porte est ouverte, comme on l'a dit avant son intervention, et elle sera ouverte jusqu'au bout. Le Paris Saint-Germain est vendeur, Neymar veut partir. Et Leonardo a été très bon, c'est vrai, comme toujours, mais dans cet exercice, on le connaît, il déçoit rarement. Après, il confirme que le Paris Saint-Germain veut bien que Neymar parte et que Neymar veut partir. Il dit la relation n'est pas plus tranquille, il dit la relation est compliquée, ce sont ses mots. Donc c'est une situation difficile pour le FC Barcelone, une situation difficile pour le Paris Saint-Germain, une situation difficile pour Neymar. Moi, je retiens de Leonardo, en dehors de son formidable talent d'orateur, qu'il a des cernes comme ça qu'on lui a jamais vu et que les nuits doivent être sacrément courtes au Paris Saint-Germain. Étienne Didot, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel dans ce que vous avez pu entendre, comprendre, ce que vous ramenez avec vous, votre lecture par rapport à ça? Qu'il a hâte que ça se termine, qu'il a vraiment hâte que ça se termine et que la porte est grande ouverte. La porte est grande ouverte et voilà, les discussions vont continuer. Il aurait pu essayer de faire un poker menteur en disant que voilà, ils y arrivent pas, c'est terminé, pour bouger les choses. Je pensais qu'il allait peut-être aller dans ce sens-là, mais je l'ai trouvé très ouvert. Hervé, comme je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit, un truc différent, donc je vais faire. Et je vais rester plus terre à terre et sur le match de ce soir, c'est qu'il a été surpris qu'Areola ne joue pas. Non, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Donc ça veut dire que dans leur esprit, l'idée c'est le Boulka et pas numéro 1, ni numéro 2. Oui, et puis au début, on disait oui, c'est une gestion du PSG pour qu'il ne se blesse pas. Rien du tout. Visiblement, c'est le lui PSG, qui se sent dans sa formidable gestion, s'est retrouvé,
Avec un gardien qui ne voulait pas le voir jouer. Thomas Tuchel a confirmé en tout cas, peut-être que Leonardo et Thomas Tuchel ont mutualisé leur communication. Thomas Tuchel auparavant, il y avait une conférence de presse. Areola est en pleine négociation. Il a décidé de ne pas jouer et nous avons décidé donc de respecter sa décision. C'est un club démocratique. Moi, ce que j'ai appris, par la voix de Leonardo, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs dans le deal, pas de joueurs en échange et que la première proposition concrète datait du 27 août. Oui, mais là, c'est là où il est habile. Non, mais ils ont ouvert. C'est-à-dire que tous les supporters du Paris Saint-Germain et les autres, peut-être, vont dire, vous vous rendez compte, c'est bien la preuve que le Barça se fout de la gueule du monde. Ils ont fait la première proposition le 27. Mais vous croyez qu'il n'y a pas de discussion avant et des discussions orales? Et tant qu'il n'y a pas d'accord, on ne va pas forcément faire une proposition écrite, ça va de soi. Donc il y a des discussions avant qu'il y ait des propositions écrites. Mais il est bon là-dessus, parce que là, il renvoie la balle sur le Barça. Il est très bon parce qu'en plus, il est quand même... Aujourd'hui, il gagne la bataille de la transparence quand même. On a vu sa tête, c'est pas le communiqué envoyé à une agence de presse du Barça où lui, allez, posez vos questions, allez-y, voilà celle-là, c'est mes réponses, je rigole, je défausse. C'est-à-dire que, non mais l'air de rien, au point où on en est, ça compte. Et ça comptera dans la sortie de crise. Attendez, on va pas commencer à mettre quelque chose sur le dos du Barcelone. Barcelone, c'est le club acheteur. Mais acheteur parce qu'on le pousse à acheter, enfin entre guillemets. Parce qu'évidemment, quand vous mettez autant d'argent sur la table, c'est que vous voulez bien. Mais c'est parce qu'il y a une pression du clan Neymar. Paris Saint-Germain veut se débarrasser. Parce que là, aujourd'hui, on se rend bien compte quand même que c'est ça. Parce que la conférence de presse, il n'y a pas un seul moment où il dit Neymar, il sera bien chez nous. Là, il vous explique en gros Neymar, c'est compliqué. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est compliqué. Barcelone le veut. On n'est pas tout à fait d'accord. Et même nos relations personnelles avec le joueur sont pas simples. Compliqué. Ouais. Donc ça veut dire quand même beaucoup de choses. C'est normal qu'il soit compliqué avec Neymar, mais là il t'a tout dit. Non mais ça veut dire que Barcelone là-dedans. Et il t'a dit que c'était un bon garçon. Il t'a dit que c'était un bon garçon. C'est-à-dire qu'il t'a déjà préparé aussi dans l'éventualité qu'il reste que c'est un bon garçon, que ça s'arrangera, que leurs relations s'amélioreront. Il t'a tout dit. Mais j'en reviens toujours à la même chose. Et je l'ai dit ici et je me souviens qu'Olivier était là. J'ai dit arrêtez de faire du mercato fiction avec des échanges. Ça se fait pas avec des échanges. Il voulait du cash. Alors le problème, effectivement, ça discute. Effectivement, la première proposition écrite qui nous dit est arrivée le 27. Maintenant, c'est lui qui nous le dit. Oui, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Je ne suis pas obligé de le croire. Okay. Donc le problème... Ça, à la rigueur, il pourrait être contré par Barcelone. Donc ça changerait quoi? Et ça changerait quoi? Et ça changerait quoi? Mais en revanche, attention, il a confirmé quand même qu'il était ouvert à la discussion pour avoir des joueurs. Oui, il a confirmé. Bien sûr, il te dit au il te dit au départ qu'il voulait de l'argent, qu'il n'était pas question de joueurs, et puis après il te redit mais s'il y a des joueurs, mais les joueurs, je le connais le joueur qu'il veut. Moi je te le dis, il veut Griezmann. Voilà. Balance-lui 100 millions et Griezmann, tu vas voir s'il va pas dire oui. Les autres, ils ne te lâcheront pas Griezmann. C'est quand même intéressant. C'est aussi simple que ça. Puisque on ne connaît pas l'issue. S'il avait voulu Coutinho, il l'aurait eu. Il était là. Et Coutinho, il a dû attendre, il a dû se dire. Il n'en voulait pas de Coutinho. Puisqu'on ne connaît pas l'issue et qu'il y a un débat qui nous oppose souvent, pas forcément avec toi, on sait, il y a beaucoup de débats. Leonardo a confirmé que le Paris Saint-Germain était vendeur. Et tu veux qu'il dise quoi? Qu'il n'est pas vendeur? Non, mais à 72 heures de la fin du mercato, il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'avoir le clan Neymar. Déjà, il a le clan Neymar aux fesses. Ah bah oui. Là, tu vois bien qu'il ne dort pas, ça se voit. Non, mais lui, non. Ça fait lui, non. Le PSG, ça fait 2 ans. Il ne dort pas parce qu'il suit le rythme de Neymar. Voilà. Peut-être pas de Neymar, mais de l'entourage. Parce que l'entourage, crois-moi, ils doivent être bien présents. Mais le problème, il a 72 heures. Donc, il a 72 heures à tenir. Il n'a pas envie de les avoir à dos. Maintenant, au cas où Barcelone trouve de l'argent et qu'il décaisse, il partira. Enfin, c'est quand même génial. Bah oui, c'est génial. Le PSG est magique. C'est le slogan, et franchement, jusqu'au bout. Pardonnez-moi, mais le Parisien aujourd'hui en France, donc demain, dans son quotidien, il restera sur ce feuilleton Neymar 3 solutions. La première consiste à continuer d'essayer d'infléchir la position d'Ousmane Dembélé. Le Barça s'y emploie, nous dit le Parisien. Là, Leonardo nous dit ce soir qu'il n'a jamais eu l'idée du Paris Saint-Germain de mettre des joueurs dans la balance. Il le dit. Non, il a dit qu'il était ouvert. Il a dit pas de joueurs en échange. Non, mais il a dit on était ouvert. Il a dit on était ouvert à ces solutions-là. Et d'ailleurs, on dit à la question du journaliste quel joueur vous intéresse, la réponse de Leonardo, c'est au Barça de nous les proposer. Et nous, on dirait oui ou non. Les textos, c'est ce qui est pas comme ça. C'est pas nous de donner des noms, c'est au Barça de nous en proposer. Là, en revanche, on peut croire qu'il n'y a pas obligé de le croire. Parce que là, dans une discussion, on peut toujours dire ça veut dire que
veut dire que ce qu'ils nous ont proposé, j'en veux pas. Ça veut dire que ce qu'ils nous ont proposé, j'en veux pas. Donc on en revient à ce que je viens de te dire. La deuxième solution de Dembélé, écoute-moi, Dembélé, tout le monde sait qu'il veut pas venir. Parce que moi, je veux bien le Parisien. J'ai pas envie de taper sur nos amis du Parisien. Non, mais c'est alors pas à ce moment-là, on va taper sur qui... tout le monde. À Canal+, Pierre Ménez a déclaré qu'il avait Dembélé tous les jours au téléphone, qui lui avait dit « je ne viendrai pas oui, ». Et ils m'ont même pas posé la question. Donc qui croire? On croit qui? Voilà. On croit qui? Puisqu'on est en train de parler sur des suppositions des uns et des autres. Mais alors je sais pas qui croit. Il peut ne pas mentir, Dembélé. Peut-être que ce n'est pas lui qu'on lui dit, mais à son agent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la pression. Mais à son agent, il s'en fout tant que c'est ça. Son agent, que c'est pas lui, il rentre dans le vestiaire quand personne ne lui dit rien. Bon, de toute façon, il a l'infirmerie. Attendez, pour le Parisien, il y a trois solutions. La première consiste à continuer d'essayer d'infléchir la position de Dembélé. Ok, ça, on l'a évoqué. La deuxième, Barcelone espère que Paris, encombré par Neymar, le clan, tout ça, accepte de revoir ses exigences à la baisse. C'est là-dessus qu'il table. Enfin, je pense que de toute manière, ils tapent sur le fait qu'on leur baisse la cuenta dans les derniers jours. La dernière solution, c'est que la tendance lourde des dernières heures est à l'arrêt des négociations pour Barcelone, avec peut-être la perspective de retenter sa chance, mais alors là, dans un an. C'est encore autre chose. Si en plus vous nous amenez dans un an. Et on va pas faire tous les soirs un débat sur Neymar pendant l'année. On va pas faire l'année sur Neymar. Et pourquoi pas? Le 28 septembre. Alors est-ce que l'année prochaine, Et pourquoi pas? Et d'ailleurs, Dembélé, il n'y a tellement pas eu de pression sur lui et son entourage que son agent ne cesse tous les jours de répondre aux médias pour dire Ousmane ne partira pas. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de pression. Et que sa raison était plastifiée. C'est parce que les médias lui posent la question, ils font leur boulot. Ok, mes petits, France-Italie, on vous avait promis un débrief, mais Leonardo a tout envoyé balancer. On va quand même vous montrer les images avec la victoire française ce soir au Stade de France. Le 21 septembre prochain, c'est la Coupe du Monde contre l'Argentine. Premier match qui commence. Uget, 3e minute, met les Bleus dans le sens de la marche. Mais l'Italie repasse en tête dès la 20e minute avec cet essai de Bellini transformé, 7-5. Et puis la démonstration des Bleus à la 32e minute, Kamisha. Un essai transformé, 19-7. Et vous verrez un autre essai réussi par Antoine Dupont à la 43e minute sur un exploit personnel. 7 essais inscrits pour les Bleus, 3 essais encaissé. On va se quitter avec le quiz de l'équipe du soir. Cette saison, la nouveauté, ce sont vous, chers téléspectateurs, les internautes, qui nous adressez quelques questions. On avait ciblé le quiz sur Éric Choupo-Moting. Attention, il y a 24 ADN. 24 ADN qui vous posent cette question. Combien de buts Choupo-Moting a-t-il marqué en Champions League? 1, 0, 0, 3, 2, 1. C'est la bonne réponse. 2 points pour Hervé Penaud, 2 points pour Sébastien Tarago. Un but avec Schalke contre le Sporting. C'est en phase de groupe en 2014. C'est contre le Sporting, je crois, en 2014. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Eric Maxime Choupo-Moting, une question de Stéphane Marsou. Bonsoir Stéphane. N'a pas un grand palmarès, mis à part les titres gagnés avec le Paris Saint-Germain. Quelle autre ligne a-t-il à son palmarès? Est-ce que vous pouvez me dire un titre qu'il aurait éventuellement remporté, hormis le PSG? Est-ce qu'il n'a pas gagné un truc en jeune avec les Allemands? Il n'a pas de canne? Je pense pas. Ouais, la canne moins de 20 ans. La canne moins de 20 ans. Non, parce que je pense qu'il jouait avec les Allemands jusqu'à... Le titre de meilleur joueur camerounais. Le titre de meilleur joueur camerounais. Du Cameroun, d'accord. Okay. Ah, ça, ce serait un titre? Non, moi, une Coupe d'Allemagne. Une Coupe d'Allemagne? Une Coupe d'Angleterre? Non. Bah si, on sait jamais. Donc quoi? Non, mais je sais pas. Vous voulez savoir si c'est la Cup ou si c'est... Je sais pas. Moi, non, la Carling Cup. La Carling Cup. Eh bien, la réponse, Stéphane, c'était la question piège de Stéphane Marsou. C'est aucun. Stéphane, il est bon. Stéphane, votre malice est récompensée. On vous offrira un cadeau donc que vous recevrez chez vous. Merci beaucoup à Stéphane. C'est foutu de nous. Et the winner. Vous venez de gagner un abonnement à l'équipe, mon cher Stéphane, une équipe numérique. Voilà qu'on vous offre. Stéphane, on vous embrasse. Bravo. Nous, évidemment, on ne s'embrasse pas. Et qui a gagné? Mais qui a gagné? Et qui a gagné? Oh, c'est vous! C'est vous! Oui, je vous aime! Hervé Il n'a jamais rien gagné.